c'est assez agréable de vous retrouver. Donc là, vous vous retrouvez dans mon bureau, en fait. Comme je me retrouve un peu dans l'intimité de chacun d'entre vous, parce que pour ceux qui ont allumé la caméra, ben, j'arrive à voir vos intérieurs. Donc, c'est assez nouveau comme démarche, je trouve. Finalement assez fun. Pour un sujet, par contre, qui est moins fun, le droit des cookies. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier sur LinkedIn en me disant mais les cookies ont-ils un droit? Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre parce que je potassais mon sujet, mais ce n'est pas les cookies qui finalement ont un droit, c'est les gens qui se font cookiesifier qui ont des droits. Et c'est bien, j'allais dire d'une certaine manière, tout le problème. C'est la problématique du droit des personnes qui est celle qui va nous intéresser dans la problématique même du traitement du droit des cookies. Alors, Jérôme, tu me dis si les slides défilent bien, juste pour être sûr. Hein? Voilà, comme Jérôme a pris 10 minutes de mon temps, je vais en prendre même pas un. Donc voilà, bonjour, cabinet Racine aussi. Donc je suis coprésident effectivement de la commission juridique de l'Axel. Accessoirement, ma vraie activité, c'est d'être avocat. Je suis le patron de l'activité IP, IT et data du cabinet Racine. On a une équipe on est une équipe de 4 avocats, tous spécialisés dans le domaine. Ceci, voilà, la pub s'est passée. Donc, on va aller dans le vif du sujet parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et ce que je vous propose, c'est de faire un tour sur 7 points et puis d'essayer de laisser la place aux questions. Alors, vous êtes plus d'une centaine, donc j'imagine qu'on ne les prendra pas toutes, sauf si elles sont toutes les mêmes. J'en ai déjà vu quelques-unes qui me régalent d'avance. L'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire un premier panorama aussi compréhensible que possible de là où on va et de là où on vient, pardon, et de là où on va. Moi-même, quand j'avais fait quand j'avais proposé à l'Axel l'intervention sur les cookies, en fait, ça venait tout simplement d'une demande client qui m'avait demandé de faire une consulte sur les cookies. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incompréhensible ce truc. Je veux dire, si vous n'y passez pas 3 jours, et c'est ce que j'ai fait quasiment 2 à 3 jours plein de votre vie, pour essayer de comprendre dans les textes ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué, pourquoi la CNIL dit ci, pourquoi la CNIL dit ça, pourquoi il y a des choses différentes dans la loi et dans ce que dit la CNIL, pourquoi il y a des choses différentes entre ce que la CNIL dit et le CEPD, pourquoi le CEPD ne parle pas le même langage que l'article 29. Honnêtement, si vous avez envie de vous y retrouver, bonne chance, quoi. Donc, j'ai essayé de faire un exercice qui soit le plus didactique possible. J'espère qu'il sera réussi. En tous les cas, je serai ravi d'échanger avec vous. Et il m'a paru nécessaire d'abord de reposer le cadre légal, c'est-à-dire de comprendre effectivement quel était le droit qui s'appliquait aux cookies. Le deuxième sujet, me semble-t-il, est ce que dit la loi. On a quand même un article dans la loi, donc autant savoir ce qu'il dit. Ceci dit, on a aussi un régulateur qui s'appelle la CNIL et qui dit aussi des choses. Donc, il est intéressant de savoir ce que dit la CNIL. Ensuite, on a un organisme ou un organe que vous connaissez qui est ce qu'on appelle l'ex-G29, donc le regroupement des CNIL ou des autorités de contrôle maintenant au niveau européen, le CEPD, donc, qui peut aussi avoir son mot à dire cette fois-ci au niveau européen. Jérôme, je ne sais pas si c'est normal, moi à l'écran, j'ai un truc qui s'appelle Zoom. Et là, maintenant, je vois que des gens. Je ne sais pas si eux voient les slides. Voilà, il y a une dame, Valérie C, qui dit non. Michel qui dit non non plus. Oui, mais j'ai rien fait, chouchou. Je vois Julie Rodrigue. Je vois que des amis, quoi. Mais je vois plus mes slides. Je peux réessayer, mais… Ok, bon, bah écoute, c'est les miracles de la technologie. Donc, ce que dit le CEPD, ce que dit le juge, parce que le juge, il dit des choses aussi, c'est intéressant de le savoir. On peut avoir du contentieux sur le droit des cookies. Et puis, naturellement, les bonnes manières ou les bonnes pratiques, et versus évidemment les mauvaises pratiques. Et puis, on parlera un peu de et demain, puisque pour ceux qui s'intéressent au droit des cookies, vous savez qu'il y a sur la table un certain nombre de projets et qu'il est intéressant de s'intéresser à ces projets, surtout qu'on nous donne la parole. Donc, autant la prendre. Alors, le cadre légal, d'abord. Premier élément, le cadre légal. Voilà. J'ai essayé de le synthétiser de la manière suivante. J'ai pris les textes de loi ou les textes réglementaires, appelons ça comme ça, les délibérations des autorités de contrôle,
Et ça donne à peu près ça. Alors évidemment, ce n'est pas très lisible à l'écran, mais je vais vous la faire courte. Tout démarre en 2002 avec une magnifique directive sur ce qu'on va appeler la vie privée dans les communications électroniques, qui va faire l'objet d'une transposition et qui va faire l'objet d'une première loi en 2004, qui était déjà la première modification de la loi informatique et liberté, puisque vous savez, pour ceux qui ont suivi l'historique de cette loi, qu'elle a quand même subi un certain nombre de modifications. Hein. Tout le monde dit que la loi de 78 a été modifiée l'année dernière avec l'ordonnance sur la suite du RGPD. En fait, ce n'est pas ça du tout. Il y a la loi de 78, après il y a eu quelques modifs, après on a eu un grand chambardement en 2004, après on a eu un autre chambardement avec la loi pour une république numérique, notamment au niveau des condamnations. Donc il y a eu un certain nombre d'évolutions. Mais l'évolution première, c'est effectivement la transposition de cette première directive qui va instancier un droit sur les cookies. Le deuxième élément, c'est une directive qu'on appellera e-privacy pour ceux qui la connaissent aujourd'hui, qui fait elle aussi l'objet d'une transposition. Et là, on va naître sur ce fameux article 32, qui est l'article qui nous aura occupé pendant un certain nombre d'années, en tous les cas jusqu'à post-RGPD, sur le droit des cookies. Et puis arrivent enfin les évolutions réglementaires dernières sur le RGPD, donc le RGPD en tant que tel, mais comme vous l'aurez sans doute vu, le RGPD lui-même n'utilise pas le mot de cookies. On a plein de sujets sur le RGPD avec les cookies, mais on n'a pas le cookies en tant que tel. On a les problématiques de consentement. Par contre, on a bien une loi première qui est juste adoptée après le RGPD, mais qui est une espèce de loi qui ne sert pas à grand-chose et qui dit que le gouvernement va procéder par voie d'ordonnance à une vraie fausse transposition du règlement. Et on a cette fameuse ordonnance. Et là, on a un passage de notre fameux article 32 qui nous gouvernait tous, un article 82 qui nous gouverne dorénavant. À côté de ça, vous avez deux délibérations de la CNIL, une délibération de 2013 et une délibération de 2019. Et puis, vous avez les lignes directrices du G29 dans un premier temps, en 2018, si ma mémoire est bonne, et en 2016, pardon, j'arrive même plus à lire. Et vous avez les lignes directrices récentes du CEPD qui, elles, datent de 2020. Ça, c'est la big picture. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé en fait dans l'esprit du législateur à l'occasion de ces différentes transpositions. Alors, je vous ai mis en rouge en fait les textes qui changent. C'est-à-dire qu'on part d'un droit des cookies en 2004, qui est un droit des cookies que j'appellerais plutôt sympathique, puisque je ne sais pas si vous voyez ma souris, hein, mais en gros, le droit des cookies sympathique 2004, il dit la chose suivante. Alors, il dit toujours la même chose. Il dira toujours pour les cookies qui sont des cookies qui ne sont pas méchants. Alors, on reviendra sur le mot pas méchant, bien sûr, parce qu'il n'est pas dans la loi. Mais pour les cookies qui ne sont pas méchants et qui sont surtout nécessaires à l'usage et au fait de faciliter le service, on n'a pas ces dispositions ne s'appliquent pas. Par contre, pour les autres, on a une obligation particulière. Et cette obligation particulière, c'est quoi? Première obligation, informer les personnes. Deuxième obligation, on a moyen dont elle dispose, la personne, pour s'y opposer. C'est-à-dire que là, on est sur un droit d'opposition. Les gens ont le droit de s'opposer effectivement à la mise en place des cookies. On est en 2004. Là où ça commence à vriller, alors je dis vriller, moi je ne suis pas ni pour ni contre le droit des cookies. Hein. Soyons bien clairs, moi je suis avocat, je n'ai pas d'idée, j'ai que des clients. Et je suis comme tout le monde, ça m'énerve de devoir cliquer I agree. D'abord, je n'aime pas I agree, je ne suis pas sûr que ce soit la formule consacrée. Donc, je n'ai pas de pris parti ou de parti pris sur les cookies. J'essaie juste de montrer que le texte a vrillé parce qu'on est passé en fait d'un droit d'opposition qui pouvait être considéré comme un droit passif, c'est-à-dire je te cookiesifie mais tu as le droit de t'y opposer, à un droit qui est clairement un droit d'accord, puisque la formule a changé ici, vous voyez, au moyen d'un, etc., etc. Et on a une formule qui dit « Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter des paramétrages appropriés de son dispositif de connexion et de tout autre dispositif placé sous son contrôle. » Donc, on passe d'un mécanisme effectivement où on est plutôt sur un droit d'opposition à un mécanisme où on est plutôt sur un droit d'accord. Et cet accord, il pose un problème parce que, en fait, quasiment en droit, si vous raisonnez en droit des données personnelles singulièrement, ben, la notion d'accord, elle n'existe pas, quoi. On a bien une notion qui est la notion de consentement, mais la notion d'accord en tant que telle, elle n'est pas forcément consacrée par le droit.
Et donc, on va revenir à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est notre fameuse ordonnance de la fin de l'année dernière. Et là, on voit bien le changement. On a gardé le même texte, c'est-à-dire qu'on a toujours gardé notre exception sur cookies techniques et on a, on va dire, on n'a pas changé les obligations qui étaient celles que nous avions déjà, qui étaient celles d'informer les personnes. Mais par contre, on a changé un mot. Et c'est un mot qui change quasiment tout en droit des données personnelles. On est passé d'un mot accord qui ne veut pas dire grand-chose au mot consentement, qui lui veut dire beaucoup de choses. Parce que le mot consentement, pour le coup, pour ceux qui ont lu le RGPD, ça nous donne des sueurs froides. Le consentement, c'est obtenir l'accord de la personne avec un acte positif. Le consentement, c'est aussi l'obligation de garder la trace du consentement. Et le consentement, c'est aussi l'obligation de satisfaire au droit du retrait du consentement. Donc, les mots en droit ont un sens. Et le fait de passer au mot consentement a créé tout cet élan un peu de panique autour de la nécessité du consentement, la nécessité de déployer des plateformes de consent management. Bref, tout a changé finalement avec un seul petit mot, alors que le fond du dispositif lui-même n'a pas changé. Je veux dire, depuis 2004, on a le même. Voilà, on a un mécanisme dans lequel on doit informer les gens et obtenir quelque chose de leur part. Et puis, on a un mécanisme d'exclusion ou d'exception qui dit pour ça, ça ne s'applique pas. Alors, que dit la loi? La loi, c'est simple. Vous l'avez à l'écran, c'est l'article 82. Alors, je l'ai découpé un petit peu en règles du jeu. Si ma souris veut bien marcher. Voilà. Ce que dit la loi, elle dit quoi? Elle dit que l'article 82, elle dit la première chose, c'est ce droit bénéficie à l'abonné ou à l'utilisateur du service de communication au public. Autrement dit, à l'internaute, ça c'est clair, mais vous le verrez au fur et à mesure de ce que dit la CNIL, de ce que dit le CEPD, de ce qu'il y a dans le projet de recommandation de la CNIL a une vision extrêmement large de la notion d'abonné et d'utilisateur d'un service de communication au public en ligne. Ça ne s'arrête pas évidemment au site web. Mais ça touche tout type d'abonnement à un service en ligne qui peut être aussi bien une application mobile que peut être de la télévision interactive ou d'autres services de communication électronique. Bref, la vision de la notion d'abonné ou d'utilisateur est une vision extrêmement large. La deuxième règle du jeu, c'est qui est responsable de quoi. Et là, la règle est assez simple. Simple. Elle est assez simple à mettre en œuvre. Elle pèse sur le responsable de traitement. Et là, on y reviendra tout à l'heure. La problématique du responsable de traitement en matière de cookies, c'est de savoir qui justement est le maître du cookies. Et même pour la CNIL, la situation n'a pas l'air d'être si simple que ça. En tous les cas, il y a différentes hypothèses sur la table. Mais on a quand même une problématique de représentant. Et là va se poser nécessairement une difficulté sur les entreprises étrangères. La mise à disposition de sites avec des cookies visant éventuellement un public européen, alors même que le site et son éditeur, lui, il est au fin fond de la Chine orientale de l'Est. Donc, se pose nécessairement un problème de territorialité de ce droit des cookies. Vous avez une troisième règle, c'est que l'internaute doit être informé de manière claire et complète. Ça, c'est important parce qu'on le reviendra tout à l'heure sur ce que dit la CNIL. La CNIL a d'une certaine manière à ajouter un certain nombre de critères. En tous les cas, là, on a une information claire et complète. Claire, ça veut dire qu'a priori, tout le monde doit comprendre. Donc, ça veut dire que c'est ni trop long, ni trop court, mais c'est suffisant pour que les gens comprennent bien. Par contre, elle est complète. Et là, effectivement, c'est sur ce point-là qu'on verra qu'il y a un certain nombre de difficultés sur la mise en place d'une information complète sur les cookies. Complète sur quoi? Complète sur les finalités, complète sur le type de données qu'on récupère, complète sur les sites sur lesquels vont être aspirer les données utilisées ou utilisant des cookies. Donc, voilà, information claire et complète. La quatrième règle, c'est la mise en œuvre de cookies ne peut avoir lieu qu'après avoir reçu l'information concernée et que l'internaute ait exprimé son consentement. Ça, effectivement, c'est le principe de base qui nous a amené à pas mal de contrôles de la CNIL sur le dépôt des cookies, notamment sur la première page d'un site, avant même la première action de l'internaute. On sait maintenant, depuis quand même un paquet de temps, que quand on dit information préalable, ou en tous les cas consentement
préalable au dépôt des cookies, c'est bien un consentement qui est préalable au dépôt des cookies. Vous avez une cinquième règle qui est importante, c'est que le texte précise de manière, pour moi, non ambiguë, et on y reviendra tout à l'heure aussi, que parmi les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour permettre justement à l'internaute de manifester son acceptation ou son consentement, il y a une notion un peu floue, un peu trouble de dispositifs placés sous son contrôle. Je vois bien beaucoup de dispositifs, mais quant à savoir que ces dispositifs sont placés sous le contrôle de l'internaute, j'ai un peu plus de mal. Ce que je pense que nos amis veulent dire, c'est un outil qui permet aux gens de faire des trucs sous leur propre responsabilité, des concept management platforms par exemple. Mais il y a quand même la possibilité, et le texte le dit clairement, cela peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion. Donc la question, c'est aujourd'hui que dans notre environnement juridique, renvoyer l'internaute à mieux se pourvoir, comme on dit en droit, et à utiliser les technologies dont il dispose pour ses connexions à Internet n'est pas quelque chose d'illicite puisque le texte le prévoit. Ces dispositions sont applicables aux cookies dont les finalités sont de permettre, ne sont pas applicables, comme on l'a vu tout à l'heure, à tous les cookies qui sont des cookies dits sympathiques ou pas méchants ou non intrusifs. En gros, ce sont les cookies techniques qui permettent simplement d'identifier un internaute, de réidentifier un internaute, on le verra tout à l'heure, de garder l'historique du panier d'un internaute, bref, un certain nombre d'éléments qui, eux, ne relèvent pas effectivement du caractère intrusif que l'on estime être de celui des cookies. Et donc, on reste effectivement pour la loi dans cette exception. Après, vous avez ce que dit la CNIL. Et là, ce que dit la CNIL, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas revenir sur tout l'historique, puisque vous avez vu que la CNIL a déjà émis quelque chose il y a quelques années sur le sujet, mais celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est la délibération 2019. Alors, il y a une chose que je ne ferai pas ce matin, parce qu'il est déjà 9h26 et je ne vais pas m'amuser à faire l'analyse juridique de la notion de ligne directrice. Mais si un jour, quelqu'un d'entre vous avait envie de publier un article avec moi sur mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, les lignes directrices, quelle est leur valeur juridique, est-ce qu'on peut s'y opposer, pas s'y opposer, est-ce qu'on peut contester, pas contester, est-ce qu'on doit les appliquer, pas les appliquer, je veux bien le faire, l'exercice, parce que je vous avoue humblement, et tout le monde sait que l'humilité n'est pas la caractéristique première des avocats, mais je veux bien rester humble sur le sujet. Moi, je vois bien que la CNIL, de par le RGPD et de par la loi, est autorisée à émettre des lignes directrices. Maintenant, le premier qui trouve dans la loi ou dans le règlement intérieur quelle est la portée et la sanction de ces lignes directrices, j'avoue que j'ai un peu de mal. Il y a eu des contentieux sur le sujet. Le contentieux le plus fameux dont vous avez entendu parler, c'est la quadrature du net, notamment sur le fait que la CNIL a émis cette délibération en juillet 2019 et a dit, par contre, je vais donner 6 mois aux gens pour se mettre à niveau. Et la quadrature du net, et notamment, a considéré qu'il n'était pas normal de donner un délai aux gens, puisque finalement, la CNIL ne faisait que donner la bonne parole sur l'application d'une loi qui existait. Donc, il y avait juste à appliquer la loi. Voilà, bon, le contentieux lui-même n'a aucun intérêt. Le Conseil d'État a juste admis qu'effectivement, on pouvait donner un délai de 6 mois pour une mise en œuvre. Là-dessus, pas de sujet. Mais je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur la notion même de ligne directrice, comme on pourra s'interroger tout à l'heure sur la notion de recommandation. Alors, on m'a posé une question déjà, c'est est-ce que les slides seront diffusables? Alors, avec grand plaisir. Je ne sais pas comment on les diffusera pour ceux qui les veulent, mais si c'est le cas, avec grand plaisir. Donc voilà, un peu de mal avec ces lignes directrices, sachant que la CNIL elle-même, pour ceux qui ont lu les lignes directrices, dit la chose suivante. Elle dit les lignes directrices, vous devez les appliquer. Je vous sanctionnerai sur la base de ces lignes directrices. Alors, elle ne dit pas tout à fait ça. En vrai, elle dit je vous sanctionnerai sur la base de la loi d'après les lignes directrices. Comprenne qui pourra. Mais en tous les cas, Duralex sed lex, ce que dit la CNIL, ça a l'air d'être quand même quelque chose sur lequel on a tout intérêt à s'interroger. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la CNIL? Elle dit des choses qui existent déjà, mais elle dit d'autres choses qui n'existent pas.
dans l'article 82. La CNIL dit d'abord quel est le référentiel légal applicable. Et elle dit attention, vous en avez deux. Vous en avez deux parce que vous avez l'article 82 qui est un article propre au droit des cookies. Mais n'oubliez pas que vous avez des cookies qui sont plus ou moins des cookies qui traitent de la donnée personnelle en tant que telle, alors que d'autres sont plus des cookies qui effectivement ont un accès à la personne, mais on ne s'intéresse pas à savoir qui elle est. On est sur un espèce de système d'identité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de personnalisation anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas qui est derrière, mais on a bien le profil utilisateur pour pouvoir lui pusher la bonne pub. Mais d'une certaine manière, on se fiche bien pas mal de savoir qui il est. Et là, on a donc deux natures de cookies. On a le cookies qui essaye de récupérer le max d'informations personnelles et le cookies qui, par incidence, a des accès à des données personnelles, mais ce n'est pas son objectif primaire. Et la CNIL dit, écoutez, pour le deuxième notamment, n'oubliez pas qu'il y a le RGPD. Et le RGPD, ce n'est pas l'article 82. Hein. Le RGPD, c'est 99 articles quand même. Alors, il y en a quelques-uns qui ne s'appliquent pas aux cookies, mais il y en a quand même beaucoup qui s'y appliquent. À commencer par, je ne sais pas moi, l'article 12 sur l'information des personnes, l'article sur le consentement, le retrait du consentement, le droit au profilage, le droit des personnes, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de ceci, le droit de cela. Enfin, je veux dire, le référentiel légal du droit des cookies ne se limite pas effectivement à l'article 82. Deuxième élément que dit la CNIL dit, je rappelle que pour les cookies techniques, on est dans un régime d'exception. Mais là, elle fait un tour de magie, moi que j'adore, c'est elle dit oui, mais. Alors, ce n'est pas notre formule présidentielle habituelle, mais avec la CNIL, c'est un peu souvent oui, mais. C'est-à-dire qu'elle dit oui, c'est vrai, il y a bien une exception, mais attention, pour assurer une transparence pleine et entière des opérations qui ont lieu, même si ce sont des opérations purement techniques, les utilisateurs doivent être informés de l'existence et des finalités, par exemple, dans une mention dans la politique de confidentialité des organisations ayant eu recours. Donc en fait, pour la CNIL, il y a une espèce d'obligation dans l'exception. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un régime d'exception, et qui dit exception, dit exception. Je veux dire, quand la loi dit ces dispositions ne sont pas applicables, ça veut dire que les dispositions ne sont pas applicables. Voilà, pointe à la ligne. On prend l'article 82 et pour les cookies techniques, on le déchire. Là, la CNIL dit non, vous ne déchirez pas l'article 82. Ou en tous les cas, vous appliquez un autre truc. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est quand même d'informer les gens et c'est quand même de leur donner les finalités que vous allez utiliser. Alors, quelles finalités? Eh bien, est-ce que vous utilisez les cookies pour identifier la langue de l'internaute? Est-ce que vous utilisez les cookies pour la suivi de son panier et la récupération de son panier quand il a éventuellement suspendu sa procédure de son parcours client? Voilà, qu'est-ce que vous voulez, quelle finalité vous avez à travers ces cookies techniques qui ne sont évidemment pas toujours les mêmes. Et alors, la CNIL dit, et vous pouvez mettre ça dans votre politique de confidentialité. Alors, c'est important ce mot de politique de confidentialité parce que souvent, on nous demande à nous, un peu experts du RGPD, mais d'où ça vient ce mot? Vous avez vu des politiques de confidentialité sur tous les sites de l'univers. Il vient de là, notamment. Il vient de ce que la CNIL a écrit plusieurs articles ou plusieurs recos et en utilisant le mot politique de confidentialité. Donc, on a pris ce mot-là comme étant le mot courant aujourd'hui de ce document qui est le document d'information des personnes concernant la gestion de leurs droits qu'on retrouve sur Internet ou ailleurs et qu'on appellera donc politique de confidentialité des données clients et des données prospects pour la plupart du temps. Donc, ce que la CNIL dit, c'est pour les cookies techniques qui rentrent dans l'exception, une information quand même à travers la politique de confidentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut évidemment se contenter d'intégrer dans la politique de confidentialité une petite partie qui s'appellera cookies. Et donc, a fortiori ou à contrario, pas besoin d'avoir une politique cookies comme certains en ont une. La CNIL ensuite donne une règle 3 et elle dit faites attention, faites bien le boulot de savoir qui est qui. Parce que l'élément déterminant dans le texte, c'est la notion de responsable de traitement. Et là, la CNIL ne donne pas la réponse. D'ailleurs, souvent, vous observerez que sur la problématique de la qualification des parties, la CNIL ne donne pas la réponse. Elle donne la question,
C'est-à-dire, elle dit, vous devez savoir si vous êtes dans une relation de responsable de traitement à responsable de traitement, de responsable de traitement à sous-traitant, de co-responsable de traitement, de responsable de traitement à personne concernée. Mais moi, je ne vous dis pas comment vous devez le faire. Alors, il y a quelques exemples donnés, mais en gros, la CNIL dit, la règle normale, c'est celui qui édite son site et qui met des cookies est responsable de traitement. 2, la règle normale, c'est que quand on est autour de la table, notamment un site web avec sa propre régie, et qu'on va réfléchir à mettre en place des cookies ensemble, et on va avoir une véritable politique de traçabilité des utilisateurs, eh bien, on sera co-responsable de traitement. Je rappelle quand même que la co-responsabilité de traitement n'est pas un acte juridique simple. Il faut un accord spécifique, il faut définir les règles entre les responsables conjoints, il faut publier des grandes lignes de l'accord, il faut désigner un point de contact, un single point sur l'accord. Enfin, bref, il y a un vrai travail à faire. Après, la CNIL dit évidemment, vous pouvez aussi sous-traiter ça ou voire sous-traiter une partie de l'analyse technique des cookies. Et puis, il y a l'éternel problème des cookies tiers. Et là, la position, elle n'est pas claire. Et on le verra tout à l'heure, elle est vraiment pas claire. Règle numéro 4, pour la CNIL, la notion de terminal est large. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tablette, mobile, ordinateur fixe, console de jeu, télévision connectée, véhicule connecté, assistants vocaux, blablabla. Bref, tout ce qui peut être un terminal dans lequel on peut avoir des cookies, on est bon. Et pour la notion de cookies, pareil, sa vision, elle est large. C'est-à-dire que si vous avez un doute entre je suis dans les cookies ou j'y suis pas, mettez-vous dans la position qu'a priori vous êtes dans les cookies. C'est sans doute la position la moins dangereuse que vous puissiez avoir. Donc, vous avez quelques exemples dans la recommandation, les cookies HTTP, les cookies Flash, cookies HTML, fingerprinting, etc. Enfin, on en a autant. Et puis, vous avez la formule magique. C'est dans la délib elle-même. La formule magique, c'est etc. Etc. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. C'est en droit. Ça veut dire tout ce que j'ai oublié de mettre dans la liste, tu le rajoutes par toi-même. Règle numéro 6, le consentement est préalable. Bon, ça, je crois qu'on vous l'avait dit. Et donc, aucun cookies ne peut être déposé avant que l'internaute ait expliqué qu'il ait consenti. Le consentement est clair et positif. Un acte positif, c'est « I agree ». J'accepte, je suis d'accord, je valide, j'appuie, je boutonne, je clique. Enfin bref, je fais un truc. Je fais glisser un machin vers le haut, vers le bas, au milieu. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut que l'internaute il utilise ces petites mimines et qu'il fasse quelque chose avec. Ça, c'est assez facile. Après, ce qui devient plus compliqué, c'est que la CNIL dit le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque. Et là, bonne chance. Tout à l'heure, on avait juste qu'il fallait que ce soit clair et précis de mémoire ou quelque chose comme ça. On avait dit qu'il fallait que ce soit une information claire et complète. Voilà. Donc, on passe de clair à complet à libre, spécifique, éclairé et univoque. Alors, si on fait l'exégèse des textes, libre, ça veut dire pas de contrainte, tu peux utiliser un service en ligne même si tu refuses des cookies. Ça fait donc tomber ce qu'on appelle les cookies wall, c'est-à-dire la personne qui dit tu ne rentres pas chez moi si tu n'acceptes pas les cookies. Ça ne le fait pas. Spécifique, et là, on rentre quand même dans une dimension qui n'est pas proche de la 4e dimension, mais pas loin, qui est la possibilité de choisir, d'après la CNIL, de manière en toute indépendance et en fonction des finalités. Donc après, ça donne une granularité importante sur le choix des cookies. Éclairé, donc là, on revient dans le mot éclairé à la formule clair et complet. Pour la CNIL, effectivement, la personne doit être éclairée. Donc, notamment, elle dit pour être éclairé, il ne faut pas que ce soit noyé. D'accord. Et donc, noyer, ça veut dire me mettez pas tout ça dans les conditions générales. Voilà, si vous avez une information à mettre sur les cookies, vous êtes gentil, vous ne la mettez pas dans les conditions générales, vous la mettez soit dans une politique d'information cookies, vous me la mettez dans un bandeau, vous faites les deux, vous faites comme vous voulez, mais il faut que ce soit clair. Et puis, univoque, c'est-à-dire que c'est l'opposition de équivoque. Il n'y a pas de possibilité d'accepter que la simple poursuite de la navigation, et c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure, la simple poursuite de la navigation vaille acceptation du dépôt des cookies. Non, la simple poursuite de la navigation ne vaut rien du tout. En tous les cas, elle ne vaut pas acceptation des cookies. On pourrait admettre que la poursuite de la navigation vaille non-inscription des cookies, ça c'est possible,
Mais en tous les cas, la poursuite de la navigation des cookies ne vaudra jamais acceptation, en tous les cas, pas pour la CNIL. Et puis après, on a des problèmes, ce que j'appelle des OOPS. Alors, le OOPS 1, c'est la règle 9. Le responsable de traitement doit conserver la preuve du consentement. Bon, alors là, bonne chance. Enfin, techniquement parlant, c'est jouable, mais ça reste compliqué. Deuxièmement, et là, c'est encore plus fun, c'est le retrait du consentement avec potentiellement l'effacement des données. Ça encore, c'est un autre OOPS. Et puis, alors, le troisième OOPS, qui est le plus gros OOPS pour moi, c'est la CNIL considère que les paramétrages des navigateurs ne peuvent pas, en l'état des techniques, permettre à l'utilisateur d'exprimer la manifestation du consentement. Je vous rappelle que dans l'article 82, qui existe depuis maintenant quand même 2004, il a toujours été dit que pour pouvoir mettre en place un mécanisme de consentement, ceci pouvait résulter du paramètre approprié du dispositif de connexion. Et donc, on en avait tous déduit gentiment, et puis d'une certaine manière, ça nous arrangeait, que le paramétrage du navigateur permettant effectivement de supprimer ou de décocher la possibilité d'être cookiesifié permettait de satisfaire à cette obligation. Et pour la CNIL, la réponse est non. Pour la CNIL, la réponse est non pour deux raisons. La première, c'est la performance même des outils, dont certains cookies échappent au paramétrage du navigateur. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est vous ne savez pas lire, je vous la fais courte, hein, parce que dans l'article, il y a marqué peut résulter du paramétrage approprié de son dispositif de connexion. Et elle dit, moi, ce n'est pas approprié. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on me propose aujourd'hui, ça ne me va pas, ce n'est pas approprié. Alors, c'est assez étonnant finalement comme position parce qu'elle n'est pas conforme avec l'article 82. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question de savoir quel était le niveau de contestabilité des lignes directrices. Et puis surtout, quand vous creusez encore sur le site de la CNIL, on retrouve encore des pages d'information de la CNIL elle-même sur lesquelles elle conseillait à l'époque le paramétrage du navigateur comme étant un moyen de lutter efficacement contre les cookies. Donc voilà, on a un sujet autour de ça. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai un sujet autour de ça avec la CNIL qui est le renvoi ou pas du navigateur comme étant un moyen de se décookiesifier. Parce que si ce n'est pas possible, ça veut dire qu'on a quand même aujourd'hui 90% des politiques cookies et des règles cookies qui ne tiennent pas la route, puisque beaucoup renvoient encore aux outils de navigation, que ces 90% correspondent quand même à des entreprises qui sont des petites, moyennes entreprises qui n'ont évidemment ni les moyens ni la compétence de s'acheter le moindre outil de CMP efficace. Alors, il y en a évidemment en freeware qu'on peut utiliser. Ceci dit, même en freeware, il faut avoir de la compétence technique pour pouvoir l'instancier. Donc aujourd'hui, refuser à ces petits sites, à ces petits contenus qui sont quand même légion aujourd'hui, le moindre hôtel, le moindre chambre d'hôte. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, raison de plus pour avoir des cookies qui doivent se payer une CMP, ça devient très compliqué. Alors, Jérôme me dit quand est-ce que tu répondras aux questions. Dès que j'ai terminé, Jérôme, je répondrai aux questions, promis, juré. Sur la partie, ensuite, toujours ce que dit la CNIL, elle crée une nouvelle catégorie, la CNIL. Et ça, c'est aussi étonnant. Et c'est en ça que je m'interroge surtout sur la problématique des lignes directrices et de leur profondeur. Parce qu'en fait, la CNIL va créer une espèce de catégorie hybride qui va être la catégorie des cookies de mesure d'audience. Et elle dit, en fait, vous avez les cookies techniques, ok, exception, mais quand même, je dis qu'il faut informer les gens et préciser les finalités à travers la politique. Vous avez les cookies, on va appeler ça intrusifs ou publicitaires, pour lequel là, il y a un consentement préalable, une information claire, etc. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez les cookies de mesure d'audience. Et pour eux, je vais vous créer une règle spéciale. Alors, comme je n'ai pas trop le temps de rentrer dans tout le détail, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'outil de mesure d'audience, mais en gros, la CNIL va dire, pour les mesures d'audience, on va faire des règles particulières. Ces règles particulières, ça va être quoi? Ça va être d'abord, le traceur ne peut être mis que par l'éditeur du site lui-même ou un sous-traitant, mais en tous les cas, c'est lui. Voilà. Il n'y a pas de mesure d'audience de tiers. Les tiers ne mesurent pas votre propre audience.
évidemment, la personne doit être informée préalablement à la mise en œuvre. Enfin, quand je dis évidemment, c'est la CNIL qui dit, hein, évidemment. Parce que pour moi, je veux dire, soit on est dans les cookies intrusifs, soit on est dans les cookies techniques qui sont en dehors du spectre, mais là, elle revient effectivement à cette information. Les personnes doivent disposer de la faculté de s'opposer par l'intermédiaire d'un mécanisme d'opposition. Vous voyez, ici, on n'est pas dans un mécanisme de consentement préalable, comme on l'est sur les cookies intrusifs, mais on revient sur la notion d'opposition qu'on avait en 2004 dans la loi sur la première lecture de cette réglementation. Aucune opération de lecture et d'écriture ne doit avoir lieu sur le terminal depuis lequel la personne s'est opposée. La finalité du dispositif doit être limitée. Mesure d'audience, segmentation d'audience, modification dynamique du site. Et puis, les données à caractère personnel collectées ne doivent pas être regroupées avec d'autres données. Les données doivent être statistiques et anonymes. La portée est limitée au seul éditeur. L'utilisation de l'adresse IP, si on l'a pour la géoloc, c'est uniquement la ville. Et ensuite, on a une durée. Et là, c'est important de le lire, les traceurs utilisés sur ces traitements ne doivent pas avoir une durée de vie excédant 13 mois et cette durée ne peut être prorogée automatiquement lors d'une nouvelle visite. Les informations collectées par l'intermédiaire des traceurs doivent être conservées pendant une durée de 25 mois maximum. Alors, pour tous ceux qui ont lu que les cookies, c'était 13 mois, ben, ce n'est pas vrai. Pour tous ceux qui ont lu que les cookies, c'était 13 mois pour tous les cookies, ce n'est pas vrai non plus. Parce que si vous regardez ce qui est mis dans la reco, on ne traite la problématique de la durée que dans le cadre des cookies de mesure d'audience. Alors, personnellement, je pense que c'est une boulette, mais bon, je ne suis pas la CNIL, j'en sais rien. Mais je n'ai pas d'autres éléments en termes de durée. Donc, de deux choses l'une. Soit on considère que la règle des 13 mois et des 25 mois, elle s'applique que pour les cookies d'audience. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir what is la durée pour les autres. Ou alors, on considère que c'est une boulette. Et effectivement, la durée serait de 13 mois pour tout le monde au niveau des traitements eux-mêmes et serait de 25 mois sur l'utilisation des données. Ce que dit le CEPD, beaucoup plus rapide, parce qu'alors là, on a une littérature sur ce qu'a dit le CEPD, alors que le CEPD, il a dit une seule chose. Et il ne s'est même pas intéressé aux cookies. Le CEPD, il a émis une recommandation, enfin des lignes directrices en mai, sur le consentement. Il n'a pas fait des lignes directrices sur les cookies. Simplement, à l'intérieur de ces lignes directrices, il a effectivement pris un exemple sur le consentement et il a dit ce type de consentement n'est pas acceptable. Et tout le monde en a déduit ah ouais, ça y est, le CEPD s'est occupé des cookies. Non, le CEPD s'est occupé du consentement. Par contre, il a dit attention, un consentement, ça doit être un consentement généralement libre. Et pour qu'il y ait un consentement libre, il ne faut pas qu'on impose quelque chose à quelqu'un. Donc, imposer aux gens des cookies pour pouvoir pénétrer un site, ce qu'on appelle les cookies wall, est effectivement interdit. Révolution. Je veux dire, la CNIL l'a déjà dit depuis décembre 2019, vous voyez. Mais en mai 2020, manifestement, ça doit être l'effet confinement, tout le monde s'est mis à lire ce qu'écrivait le CEPD puisqu'on avait que ça à faire. Donc, tout le monde a considéré que le CEPD avait transformé le droit des cookies. Le CEPD a transformé rien du tout. Il a juste rappelé une évidence qui est que le consentement étant libre, on ne peut pas vous l'imposer. Alors après, vous avez ce que dit le juge. Et alors là, avec tout le respect que j'ai pour mes amis les juges, de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils se mettent tout seuls dans des ornières dont ils vont avoir du mal à sortir et surtout, ils nous mettent dans des situations dans lesquelles nous, on va avoir du mal à sortir. La question a été posée qui était la notion du régime juridique des cookies tiers. Donc, les cookies tiers, c'est quoi? Ce n'est pas les miens, c'est des cookies de tiers, mais que j'accepte d'embarquer sur mon propre espace de communication électronique. Et là, le Conseil d'État a fait un truc assez mystique qui dit la chose suivante. Je vous la fais courte et je vous la lirai après. Elle dit, écoutez, les cookies de tiers, ils appartiennent au tiers. Donc, le responsable de traitement, c'est le tiers. Jusque-là, on était tranquille. Oui, mais comme c'est chez vous, vous avez quand même une part de responsabilité. Alors, vous n'êtes pas vraiment responsable de traitement, mais vous devez quand même faire quelque chose. Et là, le Conseil d'État dit, toutefois, les éditeurs de sites qui autorisent le dépôt de l'utilisation de tels cookies par des tiers à l'occasion de la visite
de leur site doivent également être considérés comme responsables de traitement. Donc, bonne chance. Ça veut dire qu'en fait, on est deux responsables de traitement pour un traitement qui n'est géré que par une seule personne. C'est énorme. Ce n'est même pas un système de co-responsabilité. On est deux responsables, mais il y en a un des deux qui ne sert à rien. Et surtout, le CE dit, au titre des obligations qui pèsent sur l'éditeur du site dans une telle hypothèse, figure celle de s'assurer auprès de ses partenaires qu'ils n'émettent pas, par l'intermédiaire de son site, des cookies qui ne respectent pas la réglementation applicable en France et celle d'effectuer toute démarche utile auprès d'eux pour mettre fin à ces manquements. Et donc, en fait, le Conseil d'État dit, écoutez, les cookies, vous êtes tous responsables de traitement, mais il y en a un qui est vraiment responsable de traitement. L'autre, il est, je ne sais pas quoi, mais il doit s'assurer que celui qui met en œuvre des cookies chez lui doit respecter la réglementation. Bonne chance. Alors, les bonnes pratiques, pour aller vite, puisqu'on est au niveau de la synthèse. D'abord, identifier ce sont des cookies. Ça, c'est la première nouvelle. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je dois mettre une politique cookies si je n'ai pas de cookies? Sauf si vous avez vraiment envie de payer un avocat pour le plaisir, mais a priori, la réponse devrait être non. Je vois Valérie qui signe non, elle n'est pas d'accord pour payer des avocats pour rien, et elle a bien raison. Par contre, une fois qu'on a des cookies, je suis désolé Valérie, mais vous êtes la seule que je vois à l'écran. Donc, et après, vous avez 3 types de cookies. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez 3 types de cookies. Vous avez les cookies techniques, on en a parlé, les cookies normaux, intrusifs, et les mesures d'audience. Et là, en fonction de la situation, si vous êtes sur des cookies techniques, vous êtes en dehors de l'article 82, mais vous devez quand même avoir, d'après la CNIL, une information préalable et une mention dans votre politique d'information. Si vous êtes sur la droite, sur les mesures d'audience, là, vous avez le droit d'en faire, mais attention, vous devez les faire vous-même. Vous n'avez pas le droit, vous pouvez les sous-traiter, mais vous n'avez pas le droit de les faire par d'autres. Vous devez informer les internautes dans le cadre de votre politique de confidentialité et vous avez un droit d'opposition. Et puis, si vous êtes sur les autres cookies, là, vous êtes dans la 4e dimension. Et là, en fonction de la situation, soit vous êtes sur des cookies qui n'ont pas vocation à traiter véritablement de la donnée personnelle, même si elles en embarquent de manière indirecte, et auquel cas, vous avez l'article 82 qui s'applique à vous. Soit vous avez des cookies qui sont des cookies vraiment intrusifs avec en plus capture de données personnelles. Et là, vous avez l'article 82 et le RGPD qui va s'appliquer dans 100% des cas, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour ce qui est des cookies techniques, alors c'est compliqué de savoir faire la part des choses entre les deux. Je vous invite à aller regarder le site de la CNIL. Vous verrez que dans son site, elle donne des exemples de ce que sont les cookies non intrusifs. Dans le cadre de son projet de recommandation, elle dit aussi quels sont les cookies qu'elle considère comme étant non intrusifs. Donc, on peut avoir une liste. Là, dans la reco, par exemple, les derniers, elle dit que ce sont les traceurs qui permettent de conserver le choix exprimé par l'internaute, les traceurs destinés à l'authentification auprès d'un service, les traceurs destinés à garder en mémoire le contenu du panier d'achat sur un site marchand, les traceurs de personnalisation de l'interface, le choix de la langue notamment, les traceurs permettant l'équilibrage de la charge, les traceurs permettant aussi de payants de limiter l'accès gratuit à un certain nombre de contenus. Voilà, on a une liste. Donc après, la question pour vous, c'est de classer vos cookies en fonction de ces 3 catégories et de mettre en place les règles qui vont bien sur la mise en œuvre. Les règles qui vont bien, alors vous avez observé que nulle part je vous ai parlé de bandeau et nulle part je vous ai parlé de politique cookies. Pourquoi? Parce que nulle part il est parlé de bandeau et nulle part il est parlé de politique cookies. Ceci dit, quand on lit un peu en filigrane ce qui est écrit, il est écrit que, d'une certaine manière, à première demande, l'internaute doit savoir de quoi on parle. Et le quoi on parle, c'est les responsables de traitement, les finalités principales et l'existence d'un droit au consentement. Et c'est ça qui nous amène finalement à une solution qu'on a tous admis, qui est le bandeau cookies. Mais le bandeau cookies, vous ne l'avez pas. C'est simplement le seul moyen qu'on a trouvé intelligent de diffuser la parole première qui est vous rentrez chez moi, j'ai des cookies et voilà les finalités de ces cookies. Et vous avez les droits. Derrière, évidemment, nécessite la mise en place d'outils techniques de gestion de ces cookies et, le cas échéant, la rédaction de politiques d'information. Alors, vous avez plein de solutions. Alors, moi, j'ai classé ça en plus, moins plus et moins moins. Les plus, c'est les gens qui veulent faire les choses vraiment, mais super bien. C'est-à-dire ceux qui veulent perdre des clients, en fait. Et donc, si vous voulez perdre des clients, c'est assez simple. Vous mettez un bandeau en plein milieu de l'écran. Vous empêchez les gens de rentrer tant qu'ils n'ont pas cliqué et vous leur donnez 2 possibilités.
tout accepter, tout refuser. Et là, vous avez à peu près une quasi-certitude qu'ils vont tout refuser. Et c'est bien. Là, au moins, vous leur donnez… Alors, le mieux du mieux du mieux, c'est tout refuser, tout accepter. Et puis, la formule magique, paramétrer vos cookies, puisqu'on vous a demandé la possibilité de paramétrer les cookies. Après, vous pouvez avoir une autre formule, qui est aussi plus, mais qui est la possibilité d'accéder à une partie du site. Vous savez, souvent, vous avez le bandeau qui est en bas. Alors, il est pénible, il reste tout le temps, il est collé à vos baskets, mais par contre, effectivement, vous pouvez quand même accéder à une partie du site. Donc, c'est désagréable, mais ça n'empêche pas de rentrer sur le site. Donc, là aussi, c'est une formule plus. Dans les formules plus, vous avez la même avec la possibilité de paramétrer. Donc, soit vous avez tout refusé, tout accepté, mais vous avez aujourd'hui de plus en plus tout accepté, tout refusé, paramétré. Et ainsi de suite, vous en avez comme ça quelques-unes de formules qui sont des formules acceptables. Formule acceptable aussi et acceptée par la CNIL, et ce que j'appelle les plus, les plus fréquemment utilisés ou les plus fréquemment utilisables. C'est en fait la formule qui consiste à dire tout accepter ou paramétrer. Et celle-là, effectivement, elle conduit à une espèce de truchement, en fait. Je ne dis pas de tromperie parce que je ne veux pas aller jusque-là, mais en fait, vous dites aux gens, bah, écoutez, vous acceptez tout ou alors vous paramétrez. Sachant que paramétrer, honnêtement, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pénible. Et quand vous faites un site, c'est pénible. 2 sites, c'est pénible. 3 sites, je n'ai pas d'autres mots. 4 et au 5e même, et encore, si vous avez tenu jusqu'au 5e, vous faites tout accepter, quoi, puis en avant. Donc, en fait, la formule existe. La CNIL, d'ailleurs, l'admet. Et elle admet tout accepter ou paramétrer vos cookies. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir d'autres formules de type le bandeau, qui reste un bandeau effectivement visible. Vous pouvez tout accepter, tout refuser. Ou vous pouvez continuer à vous balader sur le site. Mais attention, dans ces cas-là, tant que la personne n'a pas cliqué I agree, bah, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et après, vous avez les solutions négatives de chez Négatives. Évidemment, les cookies wall, on l'a dit. Le bandeau accepter tous les cookies. Le bandeau qui dit en poursuivant la navigation, vous acceptez les cookies, etc. Alors, je n'ai pas de parti pris. J'ai fait des courses chez Point P ce week-end. Donc, je suis allé sur le site de Point P. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres de ce que je trouve bien fait. Alors, bien fait, c'est-à-dire accepter tous les cookies avec une petite formule orange qui est un peu plus visible que l'autre. Refuser, refusez pas, on ne sait pas quoi, mais je suppose que c'est tous les cookies. Et puis gérer les paramètres, et puis vous avez accès à la politique de données. Et puis effectivement, à côté, vous avez une plateforme de consent management qui permet de faire la plupart des options, sachant que les mesures d'audience sont en on automatiquement et tout ce qui est le reste est en off automatiquement. Et donc, vous devez nécessairement prendre un acte positif qui est de passer du on au off. Et puis alors, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont fun. Et je crois que le dernier, comme j'ai plus de temps, c'est celui que j'ai trouvé le plus génial. Not like it change anything, but we are obligated to inform you that we are using cookies. Well, we just do it. et avec la formule I don't want to see this banner again. Donc voilà, lui, il a tout compris au droit des cookies. Et puis, le dernier point, c'est les contrats. N'oubliez pas que vous avez quand même des contrats dans le droit des cookies. Les contrats, c'est quoi? C'est les contrats avec les plateformes de consent management parce que c'est des gens quand même qui vous vendent des prestations, donc en tant qu'elles soient de qualité. J'ai quand même eu déjà des dégâts, moi, sur les plateformes de consent management qui ne marchaient pas des masses. Et puis, le deuxième, c'est les cookies tiers. Rappelez-vous tout à l'heure la décision de la Cour du Conseil d'État. Hein, vous êtes responsable de vos cookies tiers. Et donc, si vous n'avez pas de contrat avec eux ou si vous ne réglez pas le cas qui vous permet de vous assurer qu'ils sont conformes au RGPD ou qui vous permettent de faire des audits, voire de résilier les contrats en cas de non-conformité, vous avez un sujet. Dernier point, comme je n'avais rien à faire ce week-end, non seulement je suis allé chez Point P, mais j'ai lu Marie-Claire. Et donc, j'ai pris la politique cookies de Marie-Claire, voilà, comme une autre. Je pense personnellement qu'il est important, si on veut avoir une information claire, transparente, etc., de distinguer la politique client de la politique cookies, de considérer que la politique cookies est une politique à part entière avec des informations à part entière qui permet ou qui doit ou qui va évoluer de manière assez substantielle dans les mois à venir. Donc moi, ma préconisation, effectivement, c'est un bandeau cookies et une politique cookies différente de la politique d'information des personnes générales. Et puis demain, c'est
c'est le projet de recommandation de la CNIL. Alors, vous savez que la CNIL avait émis une recommandation, qu'elle a demandé, elle a fait un appel à projet, qu'elle a proposé aux gens de s'exprimer, qu'elle devait normalement donner sa position pendant le confinement. Évidemment, cette position a été postponée. Je vous invite vivement à lire cette recommandation, même si je ne voulais pas en parler aujourd'hui, parce que, étant une recommandation postponée, on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver. Mais ce qui devrait nous arriver, c'est la continuité de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est aboutir d'une certaine manière à la mort des cookies. Dans la suite qui va nous arriver, il y a quelques morceaux choisis que je vous invite à lire, mais il y a notamment le fait que si on a des cookies tiers et que ces cookies tiers, si on a des cookies et que ces cookies matchent avec des sites de tiers, il va falloir donner la liste de tous les sites de tiers sur les cookies sur lesquels les cookies vont être récupérés. Si évidemment on change les cookies, on en rajoute ou on en enlève, eh ben, le consentement qu'on a obtenu n'est plus valable. Donc, ça veut dire à la moindre modification d'un cookie sur votre site web, bing, vous repassez à la case départ, consentement. Enfin, des choses qui, en pratique, me semblent extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolé, il me reste 1 minute, mais je suis évidemment à votre disposition entière et complète pour les questions. Je n'ai pas prétention à répondre à toutes les questions possibles et imaginables parce que même moi encore, je tâtonne sur le sujet, mais à votre disposition pour le faire. Jérôme, je te laisse la main, évidemment, pour les questions. Merci Eric. Alors effectivement, j'ai vu que sur la fin de ta présentation, tu essayais d'aller vite, donc tu peux pas tout traiter avec une cadence soutenue. J'ai relevé une bonne dizaine de questions. Alors je ne veux peut-être pas toutes les reprendre. J'ai juste resté sur la fin. Effectivement, quand tout à l'heure tu parlais de solution puce, une des questions était de savoir si cette solution puce était vraiment acceptée par la CNIL, même avec les nouvelles lignes de son projet. Mais tu as un petit peu évoqué ça en disant que le projet a été postponé, donc peut-être que tu n'as pas la réponse. Alors, la réponse est pour l'instant, la solution qui consiste à dire tout accepter ou paramétrer, et non pas tout accepter et tout refuser, est encore une option qui est acceptable. Voilà, la CNIL a dit, par contre, quand c'est tout paramétré, enfin, quand c'est tout accepté ou paramétré, il faut effectivement qu'on ait un outil de paramétrage. Ça ne peut pas être tout accepté et tout paramétré, mais par contre, paramétrer veut dire je vous renvoie au navigateur avec ses fonctionnalités anti-cookies. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Donc, tu peux mettre en place ce système. Quand je disais plus et plus moins, c'est qu'aujourd'hui, personne n'oblige le passage obligé en entrée du site ou le bandeau permanent qui embête tout le monde. Ceci dit, quelle est l'autre solution qu'on a à disposition pour, d'une certaine manière, contraindre à l'acte positif, puisqu'on a bien compris que tant qu'il n'y avait pas d'acte positif, on ne pouvait pas mettre en place des cookies. Obliger les gens finalement à faire ce choix, c'est quasiment, il est quasiment impossible de faire autrement. Le problème après, c'est les petits sites, les moyens sites et les gros sites. Voilà, quand on est sur des gros sites et qu'on a les moyens, on peut mettre en place de ce type d'outils. Quand on a n'importe quel site de n'importe quelle entreprise, et je pense que 90% de la population a un petit site, vitrine ou autre, je veux dire, mettre en place ce type de techno est très compliqué. Ceci dit, ce qui est vrai aussi, c'est que les sites qui correspondent à 10% des gros sites, c'est eux qui gèrent la plus grosse masse de cookies. Je veux dire, pour les petits sites, les cookies sont généralement à peu près inexistants. C'est souvent des cookies techniques, voire des cookies de mesure d'audience, mais c'est rarement des cookies publicitaires. D'accord. Je vais donner la parole entre guillemets à Valérie, puisque je sais que tu l'as cité tout à l'heure. Apparemment, elle voulait se manifester, mais bon, dans la forme de notre réunion webinaire ne permet pas d'activer tous les micros. Mais j'ai relevé une de ces questions, donc comme ça lui permet de s'exprimer par mon intermédiaire. Valérie, Désolé Valérie, mais c'était la seule que je voyais dans les vignettes. Donc, sur les paramétrages des navigateurs, que penses-tu, Eric, de l'absence d'alignement des règles de navigateur et de la difficulté pour les users de ne pas avoir un système uniforme? Donc, voilà. Donc, j'ai posé la question, Valérie, que tu as posée. ouais, c'est le sujet qui préoccupe la CNIL, hein, surtout. C'est pour ça que la CNIL dit, même si la loi autorise qu'on utilise des éléments de connexion pour pouvoir considérer que le consentement est acquis ou non, les technologies aujourd'hui sont trop différentes les unes des autres, sont parfois d'ailleurs compliquées à mettre en œuvre pour l'internaute de base, n'arrivent pas, pour les unes, elles visent tel type de cookies, pour les autres, tel autre.
Donc, au final, et ce n'est pas complètement faux comme raisonnement, hein, même si je ne suis pas spécialement fan, parce que je trouve que c'est une certaine forme de négation de la réglementation. Je veux dire, si on considère aujourd'hui que les outils de navigation ou les options de navigation ne sont pas acceptables, autant l'enlever de l'article 82. Il y a un truc qui ne va pas. Soit on le garde dans l'article 82, soit on l'enlève, mais on ne peut pas le garder et dire ça ne marche pas. Ça, juridiquement, ce n'est pas audible. Mais le raisonnement juridique qui consiste à dire, en gros, c'est le bordel, pour faire simple, dans les paramétrages, et les gens ne s'y retrouvent pas. Donc, comme ils ne s'y retrouvent pas, on va les prendre par la main et on va mettre en place ce genre de choses. C'est le fait. Par contre, il est clair que dans la recommandation de la CNIL, comme dans la délibération sur les lignes directrices, comme où est-ce que j'ai vu ça ailleurs, il est dit par la CNIL elle-même, nous allons mener avec les opérateurs une bataille que nous espérons commune, qui permettrait justement de traiter le point à travers notamment les navigateurs. Le débat qui se pose après au niveau des navigateurs, c'est à qui profite le cookies, quoi. Si c'est plus au niveau du site que ça se gère, mais au niveau du navigateur, je veux dire, tous les gens qui aujourd'hui vivent du cookies et ou bénéficient du cookies sont morts. C'est un peu l'enjeu, c'est un peu tout l'enjeu d'ailleurs du règlement e-privacy, hein. Je veux dire, le règlement e-privacy qui partait sur cette voie-là, pourquoi il est en partie planté? Parce qu'on donne la main, on donne 100% la main au navigateur. Et Eric, je vais faire un mix de questions-réponses, que dans le chat, il y a des questions qui sont posées, et puis certaines personnes répondent aussi. Donc, je vais me permettre de te poser aussi la question pour que tu puisses donner ton avis. Globalement, j'ai vu que tu parles des cookies. La question est de savoir, quand on parle des cookies, est-ce qu'on ne parle pas plus globalement de traceurs dans leur globalité? Et donc, il y a quelques exemples. Est-ce que, par exemple, un ID de connexion est concerné? Est-ce que… voilà, c'est ça les questions, quoi. Donc, Oui, la globalement. réponse est oui. En fait, oui, la réponse est oui. On parle de cookies, mais c'est parce qu'on a parlé de cookies depuis la nuit des temps. Mais la CNIL parle de traceurs. Et d'ailleurs, elle dit dans son projet de recommandation, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire, elle met recommandation cookies et autres traceurs. Donc, sa vision à elle, c'est une vision large de toute technologie qui s'inscrit dans le cadre de l'article 82. Et je rappelle juste une seconde, l'article 82, il dit que ça vise tous les éléments qui vont accéder à des éléments déjà stockés sur un équipement terminal ou inscrire des informations dans cet équipement. Donc, en fait, la notion, elle est hyper large. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En matière de données personnelles, il faut faire super attention. Quand on a un doute, on prend la pire des solutions. Vous ne serez jamais puni de prendre la pire que d'avoir choisi de prendre l'option la plus, disons, la moins contraignante pour vous. En matière de données personnelles, je ne dis pas que c'est comme en matière pénale, mais si j'ai un doute, je vais être extrêmement attentif, quoi. Donc oui, tout ce qui va permettre de tracer rentre dans la catégorie de la recommandation de la CNIL. Il n'y a pas de débat. Ok, très bien. Écoute, Eric. Bonjour à Dany que j'ai vu rapidement. Quelques vignettes passées finalement. Est-ce que vous vous permettez qu'on lève la séance après cette heure passée ensemble? Et si De Eric… toute façon, Jérôme, ceux qui peuvent, je ne sais pas comment on peut communiquer, mais ceux qui veulent les slides, évidemment, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sujet. Donc, via l'Axel ou autrement, je ne sais pas comment, Jérôme, je pense que tu as les coordonnées de tout le monde, enfin de tous ceux qui sont présents. Tout à fait, Eric. Sur les slides et sur le replay, on se propose de le rendre accessible dans l'espace adhérent de l'Axel, bien sûr. Oui. Très bien. Et puis évidemment, il y avait des questions. Donc, nous, ce qu'on pourra faire, parce qu'on fait ça de temps en temps avec l'Axel, c'est des espèces de fiches pratiques sur ceci ou sur cela. Donc, moi, ce que je me propose, c'est de faire une fiche pratique sur les cookies, aussi courte que possible, mais aussi efficace que possible. Et à ce moment-là, de répondre, pour tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions, de répondre à travers cette fiche pratique aux questions qui auront été posées. Ça vous donnera une autre envie de rejoindre notre commission juridique.
On fait comme ça, Eric, effectivement, un petit follow-up avec le replay, les slides de la présentation et puis un petit résumé des questions-réponses. Ok, parfait. Très Merci à bien. tous en tous les cas. Merci à tous et on vous donne rendez-vous pour nos prochains événements de la commission juridique. On vous tiendra au courant, mais l'Axel, c'est également d'autres événements, donc restez en contact. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site pour recevoir notre newsletter et nos actualités, sachant que nous avons un prochain événement qui a lieu le 18 juin avec notre commission confiance et data et un intervenant qui s'appelle la société Data Calab sur le Vision Computer. Et nous avons également ensuite un webinaire sur 2 jours, le 2 et 3 juillet, organisé par la commission paiement et FinTech sur la digitalisation de la banque en 2020. Donc voilà, encore beaucoup d'événements à venir avant l'été, mérités par chacun d'entre nous, je le pense. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.